Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Gmail, YouTube, à moins de vivre en autarcie, ce dont je doute puisque vous nous regardez aujourd'hui, vous utilisez probablement quotidiennement ces réseaux sociaux. Internet est devenu un outil indispensable. Recherche de travail, maintien de liens sociaux, rencontres, accès à l'information, etc. Les bouleversements économiques, sociaux et sociétaux induits par le développement d'Internet dans nos vies sont immenses. Et cela ne va pas sans menace sur celle-ci. De l'affaire Snowden au Cloud Act ou plus récemment du Health Data Hub jusqu'à la montée en puissance des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les gouvernements et les citoyens sont confrontés à de nouvelles problématiques. Secrets d'État révélés, utilisation de données personnelles à diverses fins, etc. De nombreuses questions se posent. Qui détient ces informations? À quelle fin? Peut-on choisir à qui les fournir? Comment les protéger? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Régis Portales, auteur d'une note Souveraineté numérique, reconquérir et protéger, pour les laboratoires d'idées X alternatives et intérêt général. Alors Régis, vous êtes ingénieur dans une PME tech. Aux médias, on vous connaît bien puisque vous étiez déjà venu nous parler de votre engagement en tant que gilet jaune et vous êtes le fondateur de X Alternatives et membre du conseil scientifique d'intérêt général et l'auteur du coup de cette note sur la souveraineté numérique. C'est un terme dont on entend beaucoup parler, mais qui fait surtout référence à la souveraineté nationale. On l'entend très souvent dans les débats sur la sortie de l'Union européenne. Mais la souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est? À quelle échelle elle se pose? Alors, c'est une question qui appelle une réponse un peu trop vaste. Mais quand on parle de souveraineté nationale, on oublie souvent de parler de souveraineté industrielle, de parler de souveraineté des moyens de production. Et justement, sur la question du numérique, on n'en parle pas du tout. En général, en matière numérique, on parle de données personnelles, on parle de privacy, de liberté de déconnexion, ce genre de choses, ou de start-up, de petites entreprises, et on parle rarement de tout l'écosystème, toute la verticalité de l'écosystème qui va derrière. Et il se trouve que c'est quelque chose de très compliqué. Ça va jusqu'à la production de matières premières, donc des mines, jusqu'au logiciel. Et la souveraineté là-dedans, qu'est-ce que c'est? La question doit se poser parce que le numérique est devenu structurant dans tous les secteurs. Dans l'économie, tout en dépend. L'industrie, l'hôtellerie, même la mode. Dans la vie sociale, comme tu l'as présenté au début, on est obligé de passer par tout un tas de choses pour trouver du travail, pour se connecter aux services publics maintenant, pour payer ses impôts. Dans même la vie politique, où on a vu plein de choses exploser au moment des Gilets jaunes, notamment les groupes Facebook qui ont atteint des centaines de milliers de membres, et ça a été essentiel pour le développement du mouvement au début. Sur Twitter, on voit les politiques échanger avec les militants, et beaucoup de la vie politique a l'air de se dérouler dessus. Et puis c'est aussi essentiel sur des problématiques comme la défense nationale, comme la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, on fait tourner beaucoup de choses sur les supercalculateurs pour modéliser le climat, pour modéliser les armes nucléaires, pour modéliser plein de choses. Et il se trouve que ces supercalculateurs sont composés d'éléments qui sont produits par les Américains, qui sont produits par les Chinois, du logiciel américain, des composants chinois, etc. Donc c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très vaste, mais qui est essentiel. Et aujourd'hui, pour le citoyen, comment dire, qui ne se rend pas nécessairement compte de la nécessité de recouvrir la souveraineté numérique, quel serait l'intérêt? Est-ce que c'est nécessaire à terme pour un citoyen que son pays soit souverain numériquement? Oui, c'est essentiel. De même que pour tout un tas d'autres domaines. Comme je disais, ça structure l'économie, ça structure la vie politique. Donc à partir de là, c'est essentiel. On pourrait se poser la même question sur d'autres secteurs industriels, puisqu'après tout, le numérique, comme je le dis, c'est pas des questions de surface sur du logiciel ou de l'Internet, c'est aussi de la production de composants, donc c'est presque industriel à un moment. Enfin, c'est complètement industriel même. Et c'est essentiel parce que les données du citoyen, elles circulent dans des réseaux qui appartiennent à d'autres, elles circulent dans des composants, des routeurs, des data centers de cloud qui appartiennent à d'autres. Et à la fin, les données finissent dans des géants américains que sont Google, Facebook, Amazon, qui régulièrement sont exposés à des fuites. Là récemment, c'est LinkedIn qui a été attaqué, 750 millions de comptes ont été révélés. Et donc on s'est mis aux enchères sur le dark web, c'est un problème. Quand la CIA, enfin en tout cas le gouvernement américain, espionne l'Elysée depuis l'ambassade américaine, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais en gros ils avaient un faux toit dans lequel ils avaient tout un paquet d'écoutes. Ça pose des problèmes sur le fait que les décisions qui sont prises au sommet de l'État sont peut-être écoutées. C'est aussi des questions d'espionnage industriel. Ça,
Bah, c'est problématique si on se fait voler des secrets industriels, et ça, il y a une partie dans la DGSI ou la DGSE qui s'en occupe, hein. Mais si on contrôlait l'écosystème, on aurait peut-être moins besoin de s'en occuper. On a des exemples aujourd'hui de secrets qui ont été révélés à l'échelle industrielle par... Non, j'ai pas, en général, ça sort pas trop, mais il y en a un. Vous nous dites, ça appartient à d'autres. Vous parlez beaucoup des Américains, c'est à eux qu'appartient véritablement ce vaste territoire du numérique? Ah, pas complètement, mais essentiellement. Si on parle d'Internet, ils contrôlent à peu près tous les organes essentiels au fonctionnement. Donc je pense aux autorités de certification. Donc ça, c'est le t-shirt. DigiCert, c'est une entreprise qui fabrique des certificats. Les certificats, c'est ce qui garantit la sécurité sur les réseaux. Et en fait, quand on fait un accès sécurisé sur les réseaux, on passe par ce qu'on appelle une chaîne de confiance de certificats. Qui remontent jusqu'à les certificats racines. Les certificats racines, c'est eux qui sont validés ensuite par le système d'exploitation. Et ces certificats racines, il n'y a pas grand monde qui peut les produire, et en gros, ils sont tous américains. Et quand on contrôle ça, on contrôle la sécurité du réseau. C'est pareil sur l'attribution des noms de domaine, ça c'est américain. Et en fait, en gros, même si c'est confié à l'ONU ou des instances internationales, c'est eux qui pèsent tellement dans le game que c'est eux qui contrôlent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui protège un minimum nos données? Est-ce qu'il y a des réglementations à l'échelle française ou européenne? Il y a des réglementations, mais il y a la CNIL, dont on connaît le pouvoir considérable. Il y a des réglementations européennes, mais en pratique, moi je crois, même si c'est un sujet que je connais mal, que ça ne sert pas à grand-chose. À la fin, si vous contrôlez les tuyaux, si vous contrôlez la production, vous contrôlez ce qui passe, quoi. Comment faire comprendre aux gens sur cette question-là, qui peut paraître assez opaque, qu'il y a un destin collectif à retrouver sa souveraineté? Ça, c'est pas une question évidente. C'est du politique à partir de là. Quand on a exposé les problèmes techniques, les problèmes, les difficultés à reconstruire, pourquoi certaines parties sont essentielles, pourquoi on peut en laisser tomber d'autres, après, c'est aux politiques de s'en saisir et de convaincre les citoyens. Et après, c'est aux citoyens aussi, entre eux, d'en parler et d'en faire plus qu'un sujet un peu vague et comprendre que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si on parlait d'un autre sujet, par exemple la défense nationale, je pense que tout le monde comprendrait que voilà, c'est important d'avoir une industrie de l'armement, même si on peut poser des questions là-dessus, mais c'est important d'avoir une armée qui dispose de matériaux. Là, c'est pareil. Si on laisse tomber complètement ce sujet-là, en fait, il y a plein de choses qui vont se retrouver abandonnées aussi. Je pense à l'industrie, je pense à la défense, je pense, voilà, à peu près tout. Alors là, on a parlé des enjeux pour les citoyens et plus largement sur l'État français. À quelle menace est-ce qu'il est exposé aujourd'hui? Il y a des menaces très pratiques qu'on comprend tout de suite, qui sont des fuites de données. Je parlais de LinkedIn tout à l'heure. Facebook, il n'y a pas un an qui se passe sans que les comptes soient révélés et que Zuckerberg doive s'excuser devant le Congrès. Et puis, il y a des menaces industrielles. On a beaucoup parlé d'Internet, mais ça repose sur des composants. Les usines automobiles, là récemment, une énorme usine Renault a été mise à l'arrêt pendant 12 jours, je crois, ou 11 jours, parce qu'ils n'avaient plus de composants électroniques pour produire les véhicules. Et c'est un peu gênant, quoi. Enfin, je ne sais pas combien ça a pu coûter à Renault, mais probablement énormément. Il y a même un moment où ils n'avaient tellement pas de composants qu'ils étaient obligés de remplacer les compteurs de vitesse par des anciens compteurs à aiguilles, hein. Donc ça fait poser des menaces sur le reste de l'industrie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore sur la défense nationale. On parlait d'écoute. C'est Angela Merkel qui a été écoutée par la CIA. Donc c'est les Allemands, mais j'imagine qu'ils ont fait pareil chez nous. Comme je parlais des écoutes de l'Élysée via l'ambassade américaine, c'est gênant si des gens peuvent écouter les dirigeants qui prennent des décisions. Récemment, il y a eu l'affaire assez ridicule des conseils des ministres sur Zoom, où les mots de passe fuitaient. Et bon, là, c'est juste leur faute, mais parce qu'ils sont un peu cons. Mais bon, j'imagine que si des journalistes ont pu s'inviter dans des conseils des ministres avec des mots de passe fuités, il y a probablement d'autres gens qui ont pu se connecter. Et même sans avoir forcément le mot de passe, Zoom, je ne sais plus ce que c'est comme entreprise, mais j'imagine que c'est écoutable. Sur la cryptographie notamment, ça on n'en a pas parlé. Récemment, il y a eu beaucoup de choses sur des anciens protocoles de sécurité émis par le NIST, donc c'est l'autorité de sûreté qui est américaine, qui, elle, définit les protocoles à utiliser pour sécuriser les réseaux. Il y a eu un article qui est sorti il y a quelques années sur les générations de nombres aléatoires. Les générations de nombres aléatoires sécurisées de façon cryptographique, c'est très important pour générer notamment des grands nombres premiers et générer notamment les certificats dont je parlais tout à l'heure. Et il se trouve qu'étrangement, il y avait ce qu'on appelle une backdoor dedans, qui a été découverte par cryptanalyse par des chercheurs.
Et donc ça les a obligés à retirer l'algorithme dans des protocoles sécurisés. Il y en a eu un autre sur la sécurisation des données GPS. Et ça, pareil, il y avait une backdoor qui a été découverte. Alors l'algo avait déjà été retiré, mais en général, on découvre 10 ans après que l'algorithme qu'on utilisait 10 ans avant était en fait pas du tout sécurisé. Il existe aujourd'hui des réseaux sécurisés où, parce que voilà, il y a certaines applications qui sont sorties, si je pense à Signal, Telegram, qui me disaient que c'était crypté, mais c'est une illusion ou il existe véritablement des réseaux sécurisés? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que Signal, c'est sécurisé, mais de là à aller vérifier moi-même, je ne sais pas. On peut découvrir qu'en fait non. On peut découvrir qu'en fait non, parce que pas forcément de la faute de Signal, mais de la faute de ce qu'il y a dessous. Le bon moyen de sécuriser Signal, c'est un conseil, c'est de mettre les messages éphémères à moins d'un jour. Là, ça devient quand même difficile. Mais en fait, si vous voulez vraiment être écouté, Signal, ça tourne sur un truc comme ça ou un ordinateur. Et l'ordinateur, lui, par contre, il fait tourner des systèmes d'exploitation où là, il peut se passer des choses. On comprend qu'il y a de vrais enjeux sur la sécurité de nos données et la souveraineté numérique. Mais vous l'écrivez dans votre note, il y a un premier obstacle, c'est la question de l'Union européenne. Les traités européens nous brident totalement, et notamment certains de nos alliés, comme c'est le cas du Luxembourg, des Pays-Bas ou de l'Irlande. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut en sortir pour retrouver une souveraineté numérique ou Alors on dépasse un peu le numérique, mais on en parle aussi dans la note, effectivement. Il y a des choses qu'on peut faire au sein de l'Union européenne. Il faut juste avoir une volonté politique. Qu'est-ce qui nous interdisent concrètement les traités? Ils nous interdisent les monopoles publics, ils nous interdisent l'investissement direct dans les entreprises, ils nous interdisent la préférence nationale ou la préférence européenne pour la commande publique, et ça fait beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'Union européenne? Il y a des choses. Il y a une toute petite chose qu'on peut faire à l'intérieur. Je pense notamment à quand on propose de découper les réseaux physiques d'Internet des opérateurs. Je pense que ça serait possible de construire un réseau physique qui soit un monopole public sur lequel opèrent ensuite des fournisseurs d'accès privés en concurrence. C'est plus ou moins ce qu'ils avaient voulu faire pour le rail. Et on file un peu la comparaison entre le rail et le numérique, parce que c'est un peu la même chose. À un moment, il faut des tuyaux, il faut des fibres optiques, c'est un peu comme les rails, et il faut des trains qui circulent dessus. Donc ça serait possible. Il faut juste une grosse volonté politique, qui n'est pas forcément inaccessible, parce que même les opérateurs privés, aujourd'hui, ils seraient potentiellement favorables. Il faut savoir que Patrick Drahi vend tout son réseau d'antennes à un fonds d'investissement espagnol. Il aurait été préférable que ce soit la France qui rachète pour l'intégrer au réseau Orange, qu'on pourrait ensuite séparer de la partie fournisseur d'accès. Sur la commande publique, on peut faire des choses quand même. On pourrait préférer faire passer stocker les données du Health Data Hub dans OVH. Il faudrait juste le vouloir. Qui est un opérateur français. C'est en théorie interdit, mais d'autres pays ne se gênent pas pour le faire en Union européenne, et puis personne ne leur dit rien. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est des barrières douanières. Faire des barrières douanières pour les produits qui ne correspondent pas à nos standards, que ce soit écologique, que ce soit de sécurité, que ce soit n'importe quoi, on ne peut pas. Et ensuite, en matière de taxation, voilà, la fiscalité en Europe, on sait ce que c'est, on ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a des pays qui ont fait le choix de la souveraineté numérique aujourd'hui? Oui, il y a la Chine. Oui. La Chine, ça fait 40 ans qu'ils la construisent, et ils ne sont pas loin. Il leur manque plus grand-chose. Il leur manque la partie production de processeurs à proprement parler. Ils savent faire pour les processeurs de moyenne gamme, lithographie assez grossière. Les processeurs de très haute qualité, ils ne savent pas faire. Ça repose sur l'écosystème taïwanais, c'est pour ça que je pense qu'il y a tant de disputes autour de Taïwan. Et ça repose sur des technologies qui sont dans une boîte qui s'appelle ASML, qui est aux Pays-Bas, mais dont les actionnaires sont les grands producteurs de processeurs. Cette boîte fournit les machines qui permettent de produire les processeurs, qui sont ensuite vendus aux grands fabricants de processeurs, dont le premier est à Taïwan, qui s'appelle TSMC. Donc la Chine, il leur manque ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est comme ils ont eu un embargo de l'administration de Trump sur l'importation de ces machines pour produire des processeurs de haute qualité. Donc oui, ils ont des difficultés quand même. Ils ont des difficultés, c'est très compliqué, on leur met des barrières aussi. Huawei a été en pénurie de composants aussi, parce que les Américains ont mis des barrières partout. Huawei s'est fait décertifier de Google, donc ils se sont retrouvés à devoir produire leur propre système d'exploitation. Mais la Chine, ils produisent un écosystème sur le très long terme depuis 40 ans, depuis les années 80. Et aujourd'hui, donc, ils ne sont pas loin. Il leur manque quelques briques essentielles, mais ils ne sont pas loin. D'ici 10 ans, ça devrait être bon. La Russie a fait des choses, parce que, historiquement, URSS, donc embargo sur tout. Donc, ils ont construit leur propre brique d'Internet, ils ont construit leur propre moteur de recherche, ils ont construit pas mal de choses, leur propre processeur. Les Japonais ont fait des trucs, notamment quand ils ont racheté ARM, qui est le fabricant de processeurs de téléphones mobiles, mais aussi fabricant de processeurs pour les supercalculateurs.
Et donc en rachetant ça, ils ont dû acquérir beaucoup de savoir-faire et ils ont pu construire le supercalculateur le plus puissant à ce jour avec des processeurs ARM dedans. Voilà, et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors justement, l'exemple chinois, il est quand même pas totalement déjà abouti, mais nous, en France, sur ces différents composants, on pourrait être autosuffisant, pouvoir retrouver notre industrie en termes, je ne sais pas, comme on avait Alcatel, etc. Ce serait possible de retrouver cette industrie-là et d'être souverain totalement? Enfin, ça va être compliqué. Dans les années 2000, on aurait pu. On avait encore Alcatel. On avait encore beaucoup de grands producteurs et de producteurs logiciels. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. C'est possible en partie, mais il faut comprendre que ça va être très long, très cher et très difficile. Pour reprendre la verticalité du truc depuis le début, à un moment, il faut produire des processeurs. Pour ça, il faut des mines. On a des ressources, ça a été cartographié en France, très bien. On sait exactement où et quoi. Il y a l'ADEME qui s'occupe de ça, qui produit des cartes magnifiques, où on voit que dans le massif armoricain, dans le massif central, dans les Pyrénées, il y a des métaux essentiels à la production. Les raffineries de silicium, on en a une, elle est en train de fermer, je crois. Pour remonter un peu plus haut, des producteurs de processeurs en AST Microelectronics, qui est détenu à 12,5% par la France, 12,5% par l'Italie, et qui a encore des sites de production en France. Ça, faut le sécuriser tout de suite. Ce matin, on a appris qu'un équivalent anglais se fait racheter par un fonds chinois. C'est pas très cher, ces boîtes-là. ST Microelectronics, c'est 6 milliards d'euros de valorisation. Pour monter à 50%, il en faut 3. C'est pas grand-chose. Donc c'est possible. Pour monter plus haut, du coup, il y a les systèmes d'exploitation. Donc le logiciel maître d'un ordinateur ou d'un téléphone. Là, heureusement, il y a Linux qui existe, qui est un système d'exploitation libre. Le problème, c'est que les grands contributeurs à Linux, c'est les big tech américaines et chinoises. Donc qui contrôlent de fait la chose. Et nous, on a une compréhension assez faible. Là-dessus, c'est pas compliqué, il faut embaucher des fonctionnaires très forts, très bien payés. Qui ne partent pas chez les GAFAM. Et qui ne partent pas chez Amazon, exactement. Et qui travaillent sur Linux pour en faire un système qu'on contrôle un petit peu, au moins, et sur lequel on pourrait distribuer aux administrations ou aux PME. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du système d'exploitation? Il y a Cloud, là on a OVH. Donc OVH, il faut lui donner beaucoup de commandes publiques, plutôt que de lui donner à Amazon ou Microsoft. Ensuite, il y a toute la partie logicielle bureautique, où là aussi, il y a des solutions libres, mais en général, on sait que c'est difficile de les déployer à vaste échelle s'il n'y a pas derrière des structures qui permettent de le faire. Notamment, il y a eu, à Munich, ils l'ont fait pendant 10 ans, je crois, de déployer Linux sur l'administration. Puis finalement, ils sont revenus en arrière parce que c'était compliqué de le faire à l'échelle d'une ville. C'était trop compliqué d'embaucher les ressources nécessaires à la maintenance du logiciel. À l'échelle d'un pays, ce ne serait pas pareil. On pourrait avoir une centaine de fonctionnaires qui travaillent sur la maintenance et l'évolution d'un système bureautique qui serait déployé pour pas cher aux administrations, aux PME potentiellement. Et ensuite, avec ça, on a un marché, pas de masse, mais un grand marché qui permet potentiellement à un écosystème privé d'émerger dessus. Pour revenir un petit peu sur la question de la Chine et l'exemple chinois, la Chine exerce un cybercontrôle de ces informations, mais il y a peut-être aussi une question de diabolisation de l'exemple chinois aujourd'hui en Occident, mais est-ce que c'est souhaitable que la France soit sur le même modèle que la Chine, où on est un petit peu coupé de Facebook, alors que la plupart des gens de plus de 25 ans sont sur Facebook, Twitter, qui est aussi un espace d'expression démocratique très vaste. Est-ce que ce serait souhaitable? Le modèle chinois, il ne faut pas le reproduire. Mais il y a des choses à prendre, notamment la stratégie de planification. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie de planification, elle vient du modèle français de planification des années 50, 60, 70. Ils s'en sont très largement inspirés. Et nous, en fait, il faudrait juste reboucler, et apprendre de ce qu'ils ont fait en mieux de notre version et refaire encore mieux. Après, par contre, la partie isolement, en Chine, elle est structurelle parce que le PCC veut contrôler la population. Sa grande crainte et son grand devoir, c'est d'éviter que trop de choses se passent. Nous, on n'aurait pas ce problème-là. Par contre, les Chinois ont aussi des problèmes, c'est la concurrence américaine, qui ne veut pas voir émerger une deuxième puissance hégémonique. Il y a eu un moment, il y a eu tout un tas d'embargos. Les Chinois faisaient des supercalculateurs. Pourquoi? Pour les centrales nucléaires, pour les armes atomiques, j'imagine, sur lesquels ils importaient des processeurs américains. Les Américains, de peur que ça se développe un peu trop, ont imposé un embargo sur l'importation de processeurs de haute performance.
Donc ils se sont retrouvés avec des processeurs moins bien, devoir en mettre énormément de plus, etc. Il y a eu le cas Google, où la Chine a voulu contrôler Google pour imposer voilà, le grand firewall et le contenu des résultats de recherche. Google a dit non, donc on s'en va. Donc du coup, ils n'avaient plus de moteur de recherche, donc ils ont dû développer le leur. Il y a eu récemment le cas Huawei. Donc Huawei accusé de cyberespionnage. Est-ce que c'est vrai? Sans doute. Mais les mesures de rétorsion que les Américains ont prises, donc en les sortant de Google et en les sortant de l'approvisionnement en composants, c'est probablement pas dû à ça, c'est pour éviter que Huawei prenne trop de puissance. Il y a eu le cas de TikTok aux États-Unis. TikTok se développe aux États-Unis. Non. Droit américain, une ordonnance, et je ne sais plus qui a dû le racheter, Oracle ou Microsoft, mais enfin quelqu'un a dû le racheter. En tout cas la partie américaine pour que ce soit contrôlé. Et donc à la fin, est-ce que c'est souhaitable qu'on soit un peu isolé comme eux? La partie où on s'isole nous-mêmes, ça non. La partie des mesures de rétorsion, elle est inévitable. Si on veut développer des trucs nous-mêmes, on se prendra le mur américain, c'est certain. Voilà. Alors, il y a un autre aspect dans votre note qui semble un peu évident, mais que, à titre personnel, j'ai découvert, c'est la nécessité écologique d'une souveraineté numérique. Caricaturalement, on a un peu tendance à se dire la révolution numérique, ça a été une chance pour l'écologie, puisque, voilà, au lieu de transmettre une information sur une feuille de papier dans un transport qui va être extrêmement polluant, on écrit un mail. Mais vous revenez un petit peu là-dessus, sur ce mythe, et puis aussi sur la question des composants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est une question assez large. Mais... Oui, bien sûr. C'est en fait la question écologique et climatique. De toute façon, elle doit structurer tout ce qu'on peut produire. Parce que, on le voit en ce moment, là, les 50 degrés au Canada, les incendies, le Pakistan, etc. Bon, on ne peut pas laisser passer ça de côté. Voilà, il y a une alerte assez sévère, quoi, et qui a été lancée il y a longtemps, mais maintenant on la voit vraiment. Donc on ne peut pas laisser ça de côté. Et la partie où le numérique c'est écolo, etc., oui, on le déconstruit parce qu'en fait c'est documenté depuis longtemps, c'est juste pas audible dans le discours politique, parce que c'est tellement plus sympa de montrer que c'est écolo, que c'est le progrès. Enfin, ça par exemple, l'ordinateur, la caméra, etc., il faut entre 50 et 350 fois le poids du produit final pour le produire. Pour produire une puce, donc le processeur qui est dedans, qui doit peser 2 grammes, il faut 2 kilos de matière première. Et là, ça pollue terriblement. Tout ça a été délocalisé en Chine, notamment pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons écologiques, parce qu'en France, on ne voulait pas avoir des choses qui polluent. Mais dans les années 80, il y avait une grande raffinerie de Rhône-Poulenc qui raffinait 50% du marché mondial des terres rares. Elle a été évacuée en Chine. Et donc, du coup, on peut dire, oh, regardez comme c'est propre chez nous. Mais là-bas, il y a des milliers de cancers autour des zones d'exploitation. Voilà, c'est pas très propre le numérique. Donc c'est une question aussi de ramener, polluer chez les autres, c'est aussi mal que polluer chez soi. Donc autant ramener ces choses-là chez nous, le faire bien, dans des gisements qui seront peut-être moins rentables qu'en Chine ou en Afrique, mais dans des bonnes conditions, où on pollue aussi peu que possible. Aussi peu que possible, mais il existe des solutions pour que ce soit... Parce que ça pollue chez les autres ou chez nous, en tout cas ça pollue. Non, voilà. Mais il existe des solutions pour que ça pollue beaucoup moins, qui n'ont pas encore été mises en place. Il y en a pas mal. Déjà, il faut une filière de recherche pour comment raffiner sans trop émettre. C'est des choix politiques encore. C'est des choix politiques encore. Il faut une filière de formation et puis il faut des gens compétents. Moi, je pense notamment au corps des mines, qui a complètement perdu le côté mine. Il faut qu'ils y retournent à la mine, en fait. Ça leur ferait du bien, en plus. Ce serait socialement accepté, voilà, ça. Je pense que ce serait socialement très accepté. Peut-être que les X-Mines ne seraient pas très contents, mais beaucoup de gens le seraient. Il faut une partie recyclage aussi. Le recyclage, c'est très compliqué, en fait. Les Japonais l'ont fait, ce qui leur a permis de réduire leur dépendance en matières premières à la Chine de 98 à 60% à peu près, ce qui est quand même pas mal. C'est pas zéro, quoi. Mais c'est compliqué. Parce que quand on veut, les composants électroniques sont composés de grands alliages, donc aluminium, ce genre de choses, où là c'est très facile de les récupérer. Le cuivre, c'est très facile de les récupérer. Mais il y a aussi plein de tout petits matériaux on appelle les terres rares, qui eux sont en partie par million ou en partie par milliard. Donc on ne sait pas aujourd'hui bien les récupérer. Là-dessus, c'est pareil, il faut une filière de recherche pour savoir les récupérer. Et en attendant qu'on sache faire, il faut les stocker quelque part, pour que demain, après-demain, on puisse les récupérer. Ça nous ferait une sorte de deuxième gisement, entre guillemets, pour l'avenir. Et ensuite, il y a la partie durabilité des matériaux, enfin durabilité des produits et réparation des produits. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voilà. jette. Aujourd'hui, on jette et ça part s'entasser dans des poubelles assez ouvertes au Niger. Voilà. Donc, il faut
Là, c'est législation. Il faut normer les choses. Il faut qu'elles soient compatibles entre elles. Il faut qu'elles soient réparables. Il faut qu'elles ne soient pas trop polluantes. Ça, c'est de la législation. À l'échelle, en France, je ne sais pas si on peut le faire. On revient à la question de l'Europe. Mais c'est indispensable de le faire. Merci Régis pour cette intervention. Merci. Si la question de la souveraineté numérique vous intéresse, que vous voulez consulter la note d'X Alternative et Intérêt Général, on vous donne rendez-vous dans la barre d'infos. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Le média ne vit que de vos dons. C'est ce qui permet une information indépendante. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à devenir sociétaire ou nous faire un don. Et on vous dit à bientôt.